Maman Ellie, merci pour ces 10 années de logement gratuit dans ta maison. La voix de Sacha fendit la salle à manger comme une gifle. J'étais en train de servir le dessert, ma fameuse tarte aux patates douces, quand elle lâcha ces mots avec un sourire qui me glaça le sang. Pendant que tu payais l'électricité, l'eau, les courses, le wifi, absolument tout, j'ai économisé chaque centime de mon salaire. Tu sais ce que j'ai fait de cet argent, Ellie? Elle se pencha en avant, les yeux brillants de malice. J'ai acheté ma propre maison. Une belle maison moderne juste pour Jamal et moi. Et maintenant, nous déménageons. Nous te laissons ici toute seule dans cette vieille maison. Oh, et encore une chose, nous ne te parlerons plus jamais. Nous coupons tout contact définitivement. Mon fils était assis juste à côté d'elle, hochant la tête fièrement comme si sa femme venait d'annoncer qu'elle avait gagné le prix Nobel. Je suis resté là, tenant le plateau de dessert, sentant le sol bouger sous mes pieds. Bienvenue chez Betty S Stories. Je partage de nouvelles histoires de vie ici tous les jours, et j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez et aimiez ma vidéo. Revenons maintenant à mon histoire. Je suis sûr que vous allez l'adorer si vous continuez à écouter jusqu'à la fin. Je m'appelle Eleanor, mais tout le monde m'appelle Ellie. J'ai 63 ans, et pendant une décennie entière, j'ai été la plus grande imbécile de la planète. Mais ce dimanche soir, à ma propre table à manger, face à mon propre fils et à la vipère qu'il appelait sa femme, quelque chose à l'intérieur de moi s'est brisé. Ou peut-être, enfin, quelque chose s'est réparé. Ceci est mon histoire. Une histoire sur la façon dont l'amour d'une mère peut devenir une faiblesse, et comment cette faiblesse peut être exploitée jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Mais c'est aussi l'histoire de la façon dont une femme plus âgée, fatiguée, humiliée et invisible, a trouvé la force de se relever et de riposter. Parce que parfois, la justice ne vient pas d'elle-même, parfois, il faut la créer soi-même. J'ai toujours été une femme simple. J'ai travaillé pendant 40 ans comme institutrice, apprenant aux enfants qui pouvaient à peine rester assis comment lire. Ce n'était pas un travail glamour, mais cela remplissait mon cœur. Ma paie n'a jamais été élevée, mais j'ai appris à bien la gérer. Je me suis marié jeune à un homme bon nommé Rob, et ensemble, nous avons eu Jamal, notre fils unique. Rob est décédé il y a 12 ans d'une crise cardiaque massive. Un matin, il prenait son café avec moi, riant de quelque chose de stupide que j'avais dit, et dans l'après-midi, il était parti. C'est ainsi que ma vieille vie a disparu si vite. J'ai été laissé seul avec Jamal, qui avait 20 ans à l'époque et étudiait l'ingénierie à Georgia Tech. Je me suis juré que mon garçon ne ressentirait jamais le vide que je ressentais, qu'il ne manquerait jamais de rien, que je serais suffisante pour nous deux. J'ai tenu cette promesse, peut-être trop bien. Jamal a toujours été un bon garçon studieux, responsable et aimant. Quand il a terminé ses études, il a décroché un emploi correct dans une entreprise technologique à Atlanta. J'étais si fier de mon fils, l'ingénieur, l'homme que son père aurait voulu qu'il soit. Pendant 2 ans, il a vécu avec moi, économisant de l'argent et planifiant son avenir. Je cuisinais pour lui, lavais ses vêtements et le traitais comme s'il était encore mon petit garçon. Et il me laissait faire. Je pense que nous nous sommes tous les deux habitués à cette dynamique. J'avais besoin de me sentir nécessaire, et il avait besoin de se sentir pris en charge. C'était confortable. C'était sûr. Jusqu'à ce qu'il rencontre Sacha. La première fois que je l'ai vue, c'était un samedi après-midi. Jamal est entré avec elle, se tenant la main, avec cette expression d'un homme idiot amoureux qui croit avoir trouvé la femme parfaite. « Maman, voici Sacha », dit-il avec un immense sourire. Elle était jolie, je ne peux pas le nier, de longs cheveux noirs, une peau parfaite, une silhouette que toute femme envierait. Elle portait une robe vert clair qui mettait en valeur ses yeux, et quand elle m'a salué, sa voix était douce, presque timide. « Madame Johnson, c'est un tel plaisir de vous rencontrer. Jamal parle de vous tout le temps. » Elle m'a embrassé doucement, comme si j'étais faite de verre. Je l'ai aimée instantanément. Comme j'étais naïve. Pendant les premiers mois, Sacha était charmante. Elle venait pour les dîners du dimanche. Elle apportait toujours un dessert acheté en magasin. Elle avait toujours des mots gentils. « Madame Johnson, votre maison est si chaleureuse, » disait-elle. « Madame Johnson, vous cuisinez si bien. Madame Johnson, Jamal a tellement de chance d'avoir une mère comme vous. » Je fondais à chaque compliment. Après des années de solitude, après si longtemps où il n'y avait que moi et mon fils, avoir quelqu'un d'autre à table me faisait me sentir complète,
comme si nous avions enfin une famille à nouveau. Je n'ai jamais soupçonné que derrière ce doux sourire se cachait une calculatrice froide, additionnant chaque dollar qu'elle pouvait me soutirer. C'est Sacha qui a suggéré qu'ils emménagent. Un soir après le dîner, pendant que je versais le café, elle a pris ma main délicatement. Madame Johnson, Jamal et moi prévoyons de nous marier bientôt, mais honnêtement, les prix des loyers ici à Atlanta sont exorbitants, et nous voulons économiser pour acheter notre propre maison un jour. Nous ne voulons pas commencer avec des dettes. Elle fit une pause, se mordant la lèvre comme s'il était difficile de continuer. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais serait-il possible pour nous de vivre avec vous pendant un certain temps, juste jusqu'à ce que nous économisions suffisamment d'argent 6 mois, peut-être un an? Bien sûr, nous aiderions avec toutes les dépenses. Jamal me regarda avec des yeux suppliants. Maman, ce serait parfait. Nous pourrions économiser rapidement, et tu ne te sentirais pas si seul dans cette grande vieille maison. Mon cœur se gonfla. Mon fils vivant à nouveau avec moi, une belle fille pour me tenir compagnie, une maison remplie de vie et de rire. Bien sûr, oui, dis-je sans une seconde pensée. C'est votre maison aussi. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. Sacha me serra fort dans ses bras. Merci, Madame Johnson. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour nous. Je vous promets que vous ne le regretterez pas, et à ce moment-là, j'ai cru chaque mot. Ils ont emménagé quelques semaines après le mariage. C'était une petite cérémonie intime dans un magnifique jardin. J'ai payé la robe de Sacha, un design ivoire élégant qui la faisait ressembler à une princesse. J'ai aussi payé le traiteur, les fleurs et le photographe. C'est le moins que je puisse faire pour mon fils unique, leur dis-je quand ils ont essayé de protester, bien que la protestation de Sacha ait duré exactement 3 secondes avant qu'elle n'accepte avec un sourire radieux. Jamal me serra fort dans ses bras ce jour-là. Tu es la meilleure mère du monde, me chuchota-t-il à l'oreille. J'ai pleuré des larmes de joie. Comme j'étais aveugle. Les premiers mois ont été bons. Sacha cuisinait parfois, nettoyait leur chambre, et était polie et bavarde. Nous avons divisé les tâches ménagères naturellement, comme 3 adultes vivant en harmonie. Elle travaillait dans une entreprise de marketing, partant tôt et rentrant tard. Jamal maintenait sa routine habituelle. J'enseignais toujours, bien que je songeais à prendre ma retraite bientôt. Le dimanche, nous dînions ensemble, regardions des films et jouions aux cartes. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose à nouveau. Je me sentais utile. Je me sentais aimé. Je ne réalisais pas que j'étais étudié, analysé et évalué comme une banque personnelle à partir de laquelle il pouvait extraire tout ce qui était possible. Le changement a été si progressif que je l'ai à peine remarqué. D'abord, Sacha a arrêté de cuisiner. Oh, maman Ellie, je suis épuisé par le travail. Est-ce que ça te dérangerait de préparer quelque chose de rapide? Puis elle a arrêté de nettoyer les espaces communs. Je suis juste tellement stressé au bureau. J'ai besoin de me détendre le week-end. Puis sont venues les demandes spéciales. Maman Ellie, pourrais-tu faire un pot-au-feu demain? J'en ai tellement envie. Oh, Ellie, la salle de bain a besoin d'un nettoyage en profondeur. As-tu le temps cette semaine? J'acceptais tout avec un sourire. C'était de petites choses, rien d'extraordinaire. De plus, j'aimais me sentir nécessaire. J'aimais qu'ils dépendent de moi. C'était ma façon de m'assurer qu'ils ne partiraient pas. Puis vinrent les dépenses. Au début, Sacha contribuait un peu d'argent pour les courses, peut-être $200 par mois, ce qui ne couvrait même pas la moitié de ce que nous dépensions réellement, mais c'était quelque chose. Cependant, après le 6e mois, ces contributions sont devenues irrégulières. Maman Ellie, je suis un peu à court ce mois-ci. Est-ce que ça te dérangerait si je te payais le double le mois prochain? Le mois prochain n'est jamais arrivé. Jamal ne contribuait rien non plus. Maman, nous économisons pour la maison, tu comprends, n'est-ce pas? Et j'ai acquiescé parce que c'était le but, n'est-ce pas, qu'ils achètent leur maison et commencent leur vie? Entre-temps, je payais tout la facture d'électricité, qui montait en flèche parce que Sacha laissait la climatisation allumée toute la journée, la facture d'eau, parce que maintenant elle prenait 2 douches par jour, la facture de gaz, parce que je cuisinais pour 3 au lieu d'1. Le forfait internet a été mis à niveau parce que Sacha avait besoin d'une vitesse plus rapide pour travailler à domicile. Les courses qui me coûtaient $300 par mois atteignaient maintenant $800. J'ai regardé mes économies diminuer lentement, mais je me suis dit que c'était temporaire,
qu'il partirait bientôt et que tout reviendrait à la normale. Sacha a commencé à changer aussi d'autres façons. Elle est devenue plus exigeante, plus critique. Elle a cessé de m'appeler Madame Johnson après la première année. Ce ragoût est trop salé. Peux-tu en faire un autre? Oh, Ellie, pourquoi n'as-tu pas dépoussiéré le salon? J'ai des amis qui viennent demain. Elle ne demandait plus, elle ordonnait. Et comme une idiote, j'obéissais. Jamal n'a jamais dit un mot. Quand j'ai essayé de lui parler du comportement de sa femme, il l'a défendu. Maman, Sacha travaille dur. Elle est stressée. Ne sois pas si sensible. Chaque fois que je mentionnais les dépenses, il détournait la conversation. Maman, nous en avons parlé. Nous économisons sérieusement, juste un peu plus de temps. Un peu plus de temps s'est transformé en 2 ans, puis 3, puis 5. Sacha a commencé à inviter des amis de jeunes femmes maquillées, bruyantes, qui riaient hystériquement dans mon salon pendant que je leur servais du café et des biscuits. Je les écoutais parler de leur virée shopping, de leur voyage, de leur vie parfaite. Sacha montrait ses nouveaux vêtements, ses chaussures chères, ses sacs à main de créateur. « Où trouves-tu tout cet argent ?» demanda une fois une de ses amies. Sacha rit. J'ai mes secrets. Disons que je sais très bien gérer mes ressources. Elles ont toutes ri comme si c'était la blague la plus ingénieuse du monde. J'étais dans la cuisine à faire la vaisselle, portant la même robe usée que je possédais depuis 5 ans parce que je n'avais pas les moyens d'acheter de nouveaux vêtements. Tout mon argent servait à entretenir cette maison, à nourrir 2 adultes qui gagnaient plus que moi et ne contribuaient absolument à rien. Les dimanches étaient toujours sacrés, du moins je le pensais. C'était le seul jour où nous étions tous les 3 assis ensemble sans nous précipiter, sans distraction. Je cuisinais toute la journée, préparant les plats préférés de Jamal, m'efforçant de créer ces moments de connexion familiale que je désirais tant. Mais Sacha trouvait toujours quelque chose à critiquer. Ce poulet est un peu sec, Ellie. Les pommes de terre ont besoin de plus de sel. La salade a trop de vinaigre. Jamais un merci, jamais un compliment, juste des critiques enrobées d'un faux sourire. Et Jamal restait silencieux, mangeant, hochant la tête quand sa femme parlait, m'ignorant quand j'essayais de me joindre à la conversation. 8 ans se sont écoulés. 8 années à tout payer, à cuisiner pour eux, à nettoyer leurs dégâts, à vivre comme une servante dans ma propre maison. Mes économies de toute une vie étaient pratiquement épuisées. Mon fonds de retraite, qui était censé être mon coussin de sécurité, était consommé mois après mois. J'avais 62 ans, j'étais épuisé, avec des genoux douloureux à force de rester debout, avec un dos brisé à force de porter des sacs d'épicerie. Pendant ce temps, Sacha était de plus en plus belle, de nouveaux vêtements chaque semaine, une manucure parfaite, des cheveux toujours faits dans le salon le plus cher de la ville. Jamal avait l'air prospère, lui aussi, avec sa montre élégante et ses costumes impeccables. Et moi, sa mère, la propriétaire de la maison dans laquelle il vivait gratuitement, j'avais l'air plus vieille, plus usée et plus invisible chaque jour. Jusqu'à un après-midi, quelque chose a changé. J'étais en train de nettoyer leur chambre, ce que Sacha avait cessé de faire il y a des années, quand j'ai trouvé des papiers qui dépassaient d'un tiroir. C'étaient des relevés bancaires du compte de Sacha. Mes mains tremblaient quand j'ai vu les chiffres. Elle avait économisé plus de 150 000 $. 150 000 $. Pendant que je vidais mon compte pour payer leur repas, elle accumulait une fortune. J'ai continué à regarder, le cœur battant. J'ai trouvé d'autres documents, des reçus pour des dépôts mensuels, tous étiquetés avec la même note, économie pour la propre maison, chaque mois pendant des années. Elle avait mis de côté la quasi-totalité de son salaire. Pas un seul centime n'avait été dépensé pour ma maison. Pas un seul. Je me suis assise sur leur lit avec ces papiers, tremblant dans mes mains, sentant l'air s'arrêter dans mes poumons. 150 000 $ pendant que j'achetais leur nourriture, payais leur électricité, leur eau, leur wifi. Elle gardait chaque centime, pendant que j'arrêtais de m'acheter des vêtements, arrêtais de sortir avec mes amis, arrêtais de m'autoriser le moindre petit luxe. Elle construisait secrètement une fortune dans mon dos. J'avais le vertige, je me sentais trahi et stupide, mais surtout, j'étais enragé. Une colère froide et profonde qui est née d'un endroit sombre à l'intérieur de moi que je n'avais jamais connu. J'ai remis les papiers exactement où je les avais trouvés. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai dîné avec eux comme si de rien n'était. Sacha s'est plainte que la viande était trop cuite. Jamal a parlé d'un projet ennuyeux à son travail. J'ai souri,
j'ai hoché la tête et j'ai nettoyé la table après. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé pour toujours. Je n'étais plus la mère naïve qui croyait que son sacrifice était apprécié. J'étais une femme qui avait enfin ouvert les yeux. Et quand une femme comme moi, une femme qui s'est fait marcher dessus pendant des années, se réveille enfin, les choses peuvent devenir très intéressantes. Les jours suivants, je me suis consacré à observer, à vraiment observer, et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Sacha n'était pas seulement égoïste, elle était cruelle. Je l'ai regardée jeter de la nourriture parfaitement bonne à la poubelle parce qu'elle n'avait plus envie d'en manger. Je l'ai regardée laisser les lumières allumées dans les pièces vides, l'eau couler pendant qu'elle se brossait les dents, le chauffage à fond en plein hiver, tout cela avec une indifférence absolue parce qu'elle ne payait rien. J'ai écouté ses conversations téléphoniques avec ses amis, riant de moi. La vieille est tellement nulle, disait-elle. Elle pense vraiment qu'on va acheter une maison et partir. Pourquoi on ferait ça? J'ai tout gratuit ici. C'est comme vivre dans un hôtel 5 étoiles où la femme de ménage travaille gratuitement. Ses amis riaient de l'autre côté de la porte. J'ai retenu mes larmes, mais ce qui m'a le plus blessé, c'est Jamal. Mon fils, le garçon que j'ai élevé seul après la mort de son père, le garçon pour qui j'ai tout sacrifié. Un soir, je l'ai entendu parler à Sacha dans leur chambre. Je marchais dans le couloir quand j'ai entendu mon nom. Je me suis arrêté, ne voulant pas écouter aux portes, mais incapable de bouger. « Tu penses que ta mère se doute de quelque chose ?» a demandé Sacha. Jamal a ri. « Ma mère ? S'il te plaît. Elle ferait n'importe quoi pour moi, elle l'a toujours fait. On pourrait vivre ici encore 10 ans et elle ne dirait jamais rien. Elle adore se sentir utile. » Sacha a répondu d'une voix soyeuse, « Tu as raison. Elle est parfaite. Une fois qu'on aura enfin assez d'argent de côté, on achètera la maison, on la larguera et c'est tout. Elle sera laissée ici seule, mais bon, elle est vieille de toute façon. Ce n'est pas comme si elle allait faire quelque chose d'excitant de sa vie. » Ils ont ri ensemble, mon fils et sa femme, riant de la vieille femme stupide qui les entretenait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé dans mon lit, fixant le plafond, sentant que tout ce que j'avais cru sur ma vie était un mensonge. Mon fils ne m'aimait pas, il se servait de moi. Et je l'avais permis, pire, je l'avais encouragé. J'étais devenu leur victime parfaite, leur ressource inépuisable. Et maintenant, ils avaient un plan, rester jusqu'à ce qu'ils aient extorqué le dernier centime et ensuite disparaître, me laissant seul, sans économie, sans dignité, sans rien. Eh bien, ai-je pensé en fixant l'obscurité, on peut jouer à ce jeu à deux. S'ils pouvaient comploter en secret, moi aussi. Le lendemain matin, j'ai appelé Ayesha. Ayesha était ma meilleure amie depuis l'université, l'une des rares personnes qui soit restée dans ma vie après toutes ces années. Elle était avocate, intelligente, directe, le genre de femme qui ne laisserait personne lui marcher sur les pieds. Nous nous sommes rencontrés dans un café loin de chez moi. Je lui ai tout raconté, les années de maltraitance émotionnelle, les dépenses épuisantes, les économies secrètes de Sacha, la conversation que j'avais surprise. Ayesha a écouté en silence, son expression se durcissant à chaque mot. Quand j'ai fini, elle a claqué sa main sur la table. « Ellie, c'est de la maltraitance financière envers une personne âgée, et ton fils est complice. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je l'ai regardé dans les yeux. « Je vais me protéger, et j'ai besoin de ton aide. » Ayesha a conçu le plan. C'était simple mais efficace. La maison était à mon nom, entièrement payée depuis 15 ans. C'était mon seul bien réel, la seule chose de valeur qui me restait. Transfère la propriété à mon nom, a dit Ayesha. Je la détiendrai dans une fiducie de 6 mois. S'ils tentent quoi que ce soit de légal, ils ne pourront pas te toucher. La maison sera protégée, et le moment venu, on la vend, tu prends l'argent, et tu recommences. J'ai hésité. C'était un risque énorme, mais Ayesha était mon amie depuis 40 ans. Si je ne pouvais pas lui faire confiance, je ne pouvais faire confiance à personne. Fais-le, ai-je finalement dit. Et ainsi commença ma contre-attaque silencieuse. Le transfert a pris 3 semaines pendant lesquelles je me suis tenu à ma routine habituelle. J'ai cuisiné, j'ai nettoyé, j'ai souri, j'ai fait semblant. Sacha et Jamal n'ont rien remarqué de différent. Pourquoi l'aurait-il fait? J'étais prévisible, fiable, manipulable. Pauvre Ellie, toujours disponible, toujours généreuse.
Ils n'ont jamais imaginé que derrière cette façade d'une mère dévouée, je déplaçais des pièces sur un échiquier dont ils ignoraient même l'existence. Aisha a tout géré avec une discrétion absolue. Aucun document n'est venu chez moi. Toutes les signatures ont été faites à son bureau. Au moment où Sacha et Jamal se rendraient compte de ce qui s'était passé, il serait bien trop tard. Entre-temps, j'ai continué à enquêter. J'ai vérifié tous les papiers qu'ils laissaient traîner. J'ai écouté toutes les conversations que je pouvais. J'ai découvert que Sacha gagnait près de 4 000 $ par mois. Jamal gagnait 5 000 $. Ensemble, ils rapportaient 9 000 $ par mois et ne contribuaient absolument rien. Moi, avec ma pension de retraite de 1 800 $, je payais tout. Les dépenses mensuelles du ménage étaient d'environ 2500 $. Cela signifiait qu'il me restait moins de 500 $ par mois pour mes propres besoins, alors qu'ils épargnaient presque tout leur argent. J'ai fait le calcul. En 10 ans, ils avaient probablement économisé plus de 300 000 $ combinés, vivant complètement gratuitement à mes dépens. J'ai aussi découvert autre chose, quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. J'ai trouvé des messages sur le téléphone de Jamal qu'il avait laissé dans le salon, des messages avec Sacha où il discutait de ce qu'il ferait quand je rendrais enfin l'âme. C'est comme ça qu'ils l'ont dit, ces mots exacts. Ils ont parlé de vendre ma maison, de partager l'argent et d'acheter quelque chose de plus grand avec les bénéfices. Jamal a écrit, elle n'a pas d'autres parents. Tout finira par nous appartenir. Il suffit d'attendre. Sacha a répondu, ou on pourrait accélérer le processus. Si on la stresse assez, elle tombera peut-être malade plus vite. Le stress fait des merveilles. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que j'avais bien compris. Ma belle-fille suggérait activement d'accélérer ma mort, et mon fils n'a pas dit non. Il a simplement répondu avec un emoji rieur. J'ai remis le téléphone où je l'avais trouvé. Je suis allé à la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu une femme de 63 ans avec des cheveux gris que je n'avais plus les moyens de teindre, avec des rides profondes autour des yeux, avec la peau fatiguée de quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu de la fureur. J'ai vu de la détermination. J'ai vu une femme qui n'allait plus être une victime. Vous allez le regretter, ai-je murmuré à mon reflet. Vous allez tous les deux le regretter. Et j'ai commencé à planifier le moment parfait pour ma vengeance. 2 mois de plus se sont écoulés après le transfert de la maison, 2 mois pendant lesquels j'ai perfectionné ma performance. Je suis redevenu la même vieille Ellie, peut-être même plus servile, plus silencieuse, plus invisible. Sacha a remarqué le changement et l'a interprété comme une défaite. Tu as l'air fatiguée, Ellie, m'a-t-elle dit un jour avec une fausse inquiétude. Peut-être que tu vieillis trop vite. Tu devrais mieux prendre soin de toi. Elle a souri avec cette douceur empoisonnée qu'elle avait perfectionnée. J'ai juste hoché la tête, baissant les yeux comme une femme vaincue. À l'intérieur, je souriais. Je la laissais croire qu'elle m'avait complètement brisée, cela la rendrait plus négligente, plus confiante, et les gens confiants font des erreurs. Pendant ces semaines, j'ai aussi commencé à tout documenter. Aïcha m'avait conseillé de recueillir des preuves au cas où. J'ai photographié les relevés bancaires de Sacha chaque fois qu'elle les laissait visibles. J'ai enregistré des conversations sur mon téléphone où elle et Jamal discutaient de leurs plans. J'ai gardé les reçus de toutes les courses et des achats ménagers, montrant que je payais absolument tout. J'ai fait une liste détaillée de toutes les dépenses mensuelles, de toutes les factures, de chaque dollar que j'avais investi pour entretenir ces 200 su. Aïcha a tout examiné et a approuvé en hochant la tête. C'est de l'or en barre, Ellie. S'ils essaient un jour de te poursuivre en justice ou de réclamer quoi que ce soit, on les enterrera avec ça. Je me suis sentie puissante pour la première fois depuis des années. Sacha a commencé à être ouvertement cruelle. Elle ne feignait plus le respect ou la gratitude. Elle me traitait comme une employée incompétente. Ellie, cette maison est un bazar. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée, m'a-t-elle crié un après-midi en rentrant du travail. J'avais passé toute la matinée à nettoyer, mais elle était entrée et avait jeté son manteau sur le canapé, laissé ses chaussures au milieu du salon et renversé du café dans la cuisine. Je suis désolé, ai-je murmuré en ramassant ses affaires. Elle a ricané. Tu devrais l'être. Jamal et moi, on travaille dur. Le moins que tu puisses faire, c'est de garder la maison décente. Jamal, assis sur le fauteuil avec son ordinateur portable, n'a même pas levé les yeux.
Son silence était un soutien, son indifférence une complicité. Un soir, j'ai entendu Sacha parler à quelqu'un au téléphone. Elle était dans sa chambre, mais sa voix était assez forte pour que je l'entende depuis le couloir. Ouais, maman, on a presque assez d'argent. Encore un an, peut-être moins, et on achètera la maison de nos rêves. La vieille? Ne t'inquiète pas pour elle. Quand on partira, on ne la reverra plus jamais. J'en ai déjà parlé à Jamal. On coupe tout contact, on change de numéro, on la bloque sur les réseaux sociaux, tout. Elle sera laissée seule dans cette vieille maison avec ses souvenirs et son amertume. Honnêtement, je ne sais pas comment elle a fait pour tenir aussi longtemps en étant aussi pathétique. Elle a ri, ce son aigu et désagréable que j'avais appris à mépriser. Ma main a serré le bord du mur. J'ai respiré profondément. Bientôt, me suis-je dit, très bientôt. J'ai décidé que le moment parfait serait le dimanche. Le dimanche était sacré pour eux, le jour où je préparais le dîner spécial, le jour où nous nous asseyions ensemble en famille. Il serait poétique que ce jour-là, dans cette scène de fausse normalité, je montre enfin mon jeu. J'en ai parlé à Aïcha, et nous avons tout programmé. Elle aurait les documents prêts, les preuves organisées, tout préparé pour la confrontation. Tu es sûr de vouloir faire ça comme ça, m'a-t-elle demandé. Tu pourrais juste leur laisser une lettre et en finir, t'en aller sans leur donner la satisfaction d'une confrontation. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Aïcha. J'ai besoin de voir leur visage. J'ai besoin qu'ils sachent que je ne suis pas la folle qu'ils croyaient que j'étais. J'ai besoin de mon moment. Elle a souri. Alors tu l'auras. Le samedi précédant le grand jour, Sacha a fait quelque chose qui a failli me faire perdre le contrôle. Elle est rentrée à la maison avec des sacs de course, de nouveaux vêtements, des chaussures chères, des sacs à main de marque, tout acheté avec l'argent qu'elle avait économisé pendant que je payais sa nourriture. Elle a défilé dans le salon, présentant chaque article. Que penses-tu de cette robe corail, Ellie, a-t-elle demandé en virevoltant. Elle était magnifique. Elle coûtait probablement plus de $500. C'est très joli, ai-je dit d'une voix neutre. Elle a ri. Je sais. Je vais la porter à la pendaison de crémaillère de notre nouvelle maison. Ce sera spectaculaire. Dommage que tu ne sois pas invité. Elle l'a dit comme si c'était une blague, mais ses yeux disaient la vérité. Jamal a ri depuis le canapé, lui aussi. Maman n'aime pas trop les fêtes de toute façon, n'est-ce pas, maman? Ils m'ont regardé, s'attendant à ce que je rapetisse, que je me sente petite. Au lieu de cela, j'ai souri. Tu as raison, mon fils. Je n'aime pas beaucoup les fêtes. Et je suis allé dans ma chambre, les laissant perplexes devant mon absence de réaction. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai sorti tous les documents que je gardais, les relevés bancaires de Sacha, les messages que j'avais photographiés sur le téléphone de Jamal, les reçus de mes paiements, les enregistrements de leurs conversations cruelles, l'acte de propriété maintenant au nom d'Aïcha, la lettre de mon avocat les informant que la propriété serait vendue. Tout était là, organisé, parfait. Demain, ai-je pensé, demain, tout change. Je me suis couché tôt, mais je n'ai pas pu dormir. L'anticipation m'a tenu éveillé. Ce n'était pas de la nervosité, c'était de l'excitation. Pour la première fois en 10 ans, j'avais le contrôle. Le dimanche est arrivé avec un ciel gris, approprié pour ce qui allait arriver. Je me suis réveillé tôt et j'ai commencé à cuisiner. J'ai préparé tout ce que Jamal aimait, du poulet rôti aux pommes de terre, une salade fraîche, des biscuits faits maison et, bien sûr, ma tarte à la patate douce. Je voulais que tout soit parfait, que ce dernier dimanche soit gravé dans leur mémoire. Sacha est descendue à midi, bâillant en pyjama. Ça sent bon, a-t-elle dit avec peu d'enthousiasme. À quelle heure on mange? À 15 heures, ai-je répondu. Elle s'est versée du café et s'est assise pour vérifier son téléphone, m'ignorant complètement. Jamal est apparu 1 heure plus tard, également en vêtements confortables, également rivé à son téléphone portable. Aucun des deux n'a proposé d'aider. Aucun des deux n'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Ils étaient comme 2 clients dans un hôtel, attendant d'être servis. À 15 heures précises, la table était mise, les assiettes parfaitement placées, les verres pleins, les couverts brillants. J'avais fait beaucoup d'efforts. Sacha et Jamal se sont assis sans dire merci. Ils ont commencé à se servir sans attendre que je m'asseye. C'était leur routine.
Je me suis assise à ma place au bout de la table et je les ai regardés manger. Sacha a critiqué le fait que le poulet était un peu sec. Jamal a dit que la salade avait besoin de plus de citron. J'ai juste hoché la tête sans me défendre. Nous avons mangé dans un silence inconfortable, interrompu seulement par leurs commentaires occasionnels sur leurs emplois, leurs projets pour la semaine, leur vie où je n'avais pas d'importance. Lorsqu'ils ont terminé le plat principal, je me suis levé pour aller chercher le dessert. J'ai apporté la tarte dorée parfaite avec son glaçage au caramel brillant. Je l'ai placée au centre de la table. Alors que j'étais en train de la servir, Sacha s'est essuyé la bouche avec sa serviette et s'est raclé la gorge. Il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de théâtral, qui m'a mis en alerte. Jamal l'a regardé et a souri. Quelque chose allait se produire. Et puis elle a parlé. Ellie, Jamal et moi avons une annonce à faire, sa voix était joyeuse, presque chantante. Mon cœur a commencé à battre plus vite. C'était le moment que j'attendais. Allez-y, dis-je calmement, en me rassoyant. Sacha se pencha en avant, les yeux brillants de cet éclat malicieux que je connaissais maintenant si bien. Et puis elle laissa échapper les mots qu'ils avaient répétés, les mots qu'ils pensaient me détruire. Maman Ellie, merci pour les 10 années de vie gratuite dans ta maison, pendant que tu payais l'électricité, l'eau, les courses, le wifi, absolument tout. J'ai économisé chaque centime de mon salaire. J'ai acheté ma propre maison, une belle maison moderne juste pour Jamal et moi. Et maintenant, nous déménageons. Nous te laissons ici toute seule dans cette vieille maison, et nous ne te parlerons plus jamais. Nous coupons tout contact de manière permanente. Elle fit une pause dramatique, savourant mon agonie supposée. Nous déménageons le mois prochain. Au revoir, Ellie. Le silence qui suivit ces mots était épais, lourd. Sacha me regarda avec un sourire triomphant, s'attendant à me voir pleurer, supplier ou craquer. Jamal avait les bras croisés, le menton levé, fier de sa femme, fier de m'avoir utilisé pendant une décennie entière. Il s'attendait à mon effondrement, il s'attendait à des larmes, une supplication désespérée pour qu'il ne m'abandonne pas. Mais je suis restée assise là, les mains sur la table, les fixant. Et puis j'ai fait quelque chose qu'il n'attendait pas. J'ai souri, pas un sourire triste ou vaincu, mais un sourire sincère, presque amusé. C'est tout, demandai-je d'une voix calme. Sacha cligna des yeux, son expression triomphante vacillant pendant une seconde. Pardon ? dis-je. C'est tout ? Avez-vous terminé votre discours ? Mon ton était presque désinvolte, comme si nous discutions de la météo. Sacha se redressa sur sa chaise, son sourire revenant, mais maintenant avec une touche de confusion. Ellie, je ne sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Nous te quittons. Tu es seule, pour toujours, elle insista sur chaque mot, comme si j'étais lente à comprendre. J'ai hoché la tête lentement. Oh, je vous ai parfaitement compris. Vous avez vécu ici pendant 10 ans gratuitement, vous avez économisé tout votre argent pendant que je payais absolument tout, vous avez acheté une maison, vous partez, vous coupez le contact. Oui, je vous ai entendu. C'est un plan brillant, Sacha. Vraiment brillant. Mon sarcasme était évident, mais ils étaient trop confus pour le comprendre. Jamal se pencha en avant. Maman, ça va ? Je pensais que tu serais. Je ne sais pas plus contrarié. J'ai ri. C'était un rire court et sec. Pourquoi serais-je contrarié, Jamal ? Après tout, vous avez été si attentionné, si généreux avec moi toutes ces années. Le sarcasme dégoulinait de chaque mot. Sacha fronça les sourcils. Quelque chose ne se passait pas comme elle l'avait prévu. Je ne réagissais pas comme la victime docile qu'elle attendait. Ellie, peut-être que tu ne saisis pas l'ampleur de ce qui se passe. Nous te laissons seul, sans famille, sans personne, sa voix contenait maintenant une touche d'irritation. Je gâchais son moment de gloire. Je me suis adossé à ma chaise, croisant les bras, conservant ce sourire mystérieux. Sacha, Jamal, je dois vous dire quelque chose. Une coïncidence très intéressante. Ma voix était calme et maîtrisée. Il s'avère que j'ai aussi des nouvelles, et je pense que vous allez adorer. Je me suis levé de la table lentement. Je suis allé vers le buffet où j'avais laissé une épaisse enveloppe Manila. Je l'avais placée là ce matin, anticipant ce moment précis. Je l'ai prise et suis retourné à la table, la plaçant devant moi. Sacha fixa l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Qu'est-ce que c'est ?
demanda Jamal d'une voix tendue. Ceci, dis-je en tapotant l'enveloppe, est le résultat de 6 mois de planification très minutieuse. Vous voyez, il y a quelques mois, j'ai eu une épiphanie aussi. J'ai découvert des choses très intéressantes. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, savourant chaque seconde de leur malaise croissant. J'ai sorti le premier document et l'ai fait glisser sur la table vers Sacha. Reconnaissez-vous ceci? C'était une copie de son relevé bancaire, celui qui montrait les 150 000 $ économisés. Sacha pâlit. Comment? Comment avez-vous obtenu ça? Sa voix était à peine un murmure. Oh, vous l'avez laissé dans votre chambre, avec beaucoup d'autres choses intéressantes. J'ai sorti plus de papier. Voici les reçus de tous vos achats luxueux, vêtements, chaussures, sacs à main, voyages, tous payés avec l'argent que vous avez économisé en vivant gratuitement dans ma maison. Jamal a essayé d'intervenir. Maman, vous envahissez notre vie privée. Vous ne pouvez pas simplement fouiller dans nos affaires. Je l'ai regardé avec un calme glacial. Vie privée? Dans ma maison? La maison que j'ai payée, que j'ai entretenue, où vous avez vécu sans contribuer un seul centime pendant 10 ans. Ne me parlez pas de vie privée, Jamal. J'ai sorti un autre document. Mais attendez, il y a plus. Ceci est particulièrement intéressant. C'était une transcription imprimée des messages entre Jamal et Sacha, où il parlait d'attendre que je casse ma pipe ou pour vendre ma maison, les messages où Sacha suggérait que le stress pourrait accélérer ma mort. Je l'ai placé devant Jamal. Voulez-vous expliquer ceci? Son visage perdit toute couleur. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Sacha essaya de reprendre le contrôle. Ça a été sorti de son contexte. C'était juste une blague stupide. Une blague? Ma voix s'éleva pour la première fois. Conspirer sur ma mort est une blague? Je me suis levé de la chaise, posant mes mains sur la table, me penchant vers eux. Laissez-moi vous dire ce qui n'est pas une blague. Il y a 6 mois, après avoir découvert votre petit plan, j'ai fait quelque chose de très intelligent. J'ai transféré la propriété de cette maison au nom de mon avocate, Esha. Le choc sur leur visage fut instantané et absolu. Quoi? Sacha bondit, sa chaise tombant en arrière avec un grand fracas. C'est impossible. Cette maison est à vous. Elle était à moi, corrigeai-je avec satisfaction. Elle est maintenant dans une fiducie au nom d'Esha, et elle, suivant mes instructions, va la vendre. Jamal trouva finalement sa voix, bien qu'elle sonnât étranglée. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis votre fils. J'hérite de cette maison. J'ai ri, un long rire amer. Hérité? Oh, Jamal, doux, naïf Jamal. Tu n'hérites plus de rien. J'ai sorti un autre document de l'enveloppe. Ceci est mon testament mis à jour, signé il y a 4 mois. Je vous ai complètement retiré en tant que bénéficiaire. Chaque centime que j'ai, chaque actif, chaque possession va à des fondations caritatives. Vous ne recevez rien. J'ai vu le moment exact où la réalité l'a frappé. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit. Non, maman, vous ne pouvez pas. Oui, je peux, et je l'ai fait. Je me suis tourné vers Sacha. Et quant à vous, ma chère belle-fille, j'ai quelque chose de spécial. J'ai sorti un rapport détaillé. Ceci est un enregistrement complet de chaque dollar que j'ai dépensé pour entretenir cette maison au cours des 10 dernières années, électricité, eau, gaz, courses, Wi-Fi, réparation, taxes. Tout cela représente environ 250 000 $. Sacha recula comme si je l'avais giflé. Et alors? Nous ne vous devons rien. Vous nous avez proposé de vivre ici, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Je vous ai proposé de vivre ici temporairement, pendant que vous économisiez pour votre propre maison, avec l'accord implicite que vous contribueriez aux dépenses, ce que vous n'avez jamais fait. Et maintenant, je découvre que non seulement vous n'avez pas contribué, mais vous m'avez consciemment exploité, prévoyant de m'abandonner sans remords. J'ai sorti le dernier document de l'enveloppe. Ceci est un avis juridique. La maison sera vendue dans 30 jours. Vous avez ce temps pour trouver un endroit où vivre et partir. Si vous ne le faites pas volontairement, Esha entamera une procédure d'expulsion. Sacha chancela, attrapant le dossier de sa chaise. Son visage était passé du pâle à une teinte verdâtre maladive. Ça ne peut pas arriver.
Jamal se leva brusquement, son visage tordu de fureur. Vous êtes une vieille femme amère. Tout ce que nous avons fait, c'est accepter votre aide. Vous nous avez proposé de vivre ici. Oui, ma voix était de l'acier froid. Je vous ai offert de l'aide. Je n'ai pas offert de devenir votre esclave financière. Je n'ai pas offert d'endurer des années d'humiliation, d'exploitation et de cruauté. Et je ne vous ai certainement pas offert l'opportunité de vous moquer de moi tout en prévoyant de m'abandonner et de me rayer de vos vies pour toujours. Sacha commença à faire de l'hyperventilation. Non. Non. Ce n'était pas dans le plan. Nous. Vous quoi? L'interrompis-je. Vous pensiez que j'étais trop stupide pour remarquer, trop faible pour me défendre. Je vous ai sous-estimé pendant des années, mais vous m'avez sous-estimé. J'ai marché vers la fenêtre, leur tournant le dos. La maison est vendue, vous partez, et je recommence avec l'argent de la vente. Je vais acheter un petit appartement pour moi, quelque chose de gérable, sans parasite. Sacha se jeta soudainement sur moi, attrapant mon bras. Ellie, s'il vous plaît. Nous pouvons arranger ça. Je paierai tout ce que nous vous devons, les 250 000 $, je promets. Je la regardais avec mépris. Avec quel argent, Sacha? Oh oui, avec les 150 000 $ que vous avez économisés en vivant ici gratuitement. Mais attendez, cela ne couvre même pas tout ce que vous me devez. De plus, vous avez déjà acheté votre nouvelle maison, vous vous souvenez? Je suis sûr que vous avez utilisé ces économies comme acompte. Son silence le confirma. Nous pouvons vendre la nouvelle maison, balbutia-t-elle. Nous pouvons récupérer l'argent. Je ne suis pas intéressé par votre argent, dis-je fermement, retirant mon bras de son emprise. Il ne s'agit plus d'argent. Il s'agit de dignité, il s'agit de respect, il s'agit de justice. Jamal s'approcha, les yeux suppliants. Maman, je suis ton fils, ton seul fils. Papa aurait voulu que nous nous soutenions. Ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je me suis retourné vers lui avec une fureur que je contenais depuis des années. N'ose pas mentionner ton père. Il aurait honte de ce que tu es devenu. Un homme qui laisse sa femme maltraiter sa mère, un homme qui prévoit d'abandonner la femme qui s'est sacrifiée pour lui. Ton père était honorable, travailleur, généreux. Tu es son opposé. Jamal recula comme si je l'avais frappé physiquement. Sacha s'est mise à pleurer, des sanglots dramatiques et bruyants. C'est tellement injuste. Tu vas nous laisser à la rue. Non, ai-je corrigé. Vous deux avez des emplois bien rémunérés, vous avez des économies, vous avez votre belle maison neuve que vous avez achetée avec l'argent que vous avez obtenu en m'exploitant. Vous ne serez pas à la rue. Vous serez exactement là où vous avez prévu d'être. C'est juste que je ne vais pas rester ici seul, misérable, à attendre que vous m'oubliez. Je passe à autre chose aussi. Sacha s'est effondré sur sa chaise, pleurant toujours, bien que maintenant ses sanglots ressemblaient plus à de la rage qu'à de la tristesse. Jamal arpentait la pièce, se passant les mains dans les cheveux, marmonnant des choses incohérentes. Je suis resté debout, ferme, les regardant s'effondrer. C'était exactement ce que j'avais imaginé pendant tous ces mois de planification, les voir perdre le contrôle, les voir réaliser que leur victime parfaite s'était avérée beaucoup plus intelligente qu'ils ne l'avaient jamais prévu. Je n'ai pas encore fini, ai-je dit d'une voix calme. Ils ont tous les deux levé les yeux, leur visage montrant un mélange de peur et de désespoir. Il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Je suis retourné à la table et j'ai sorti un dossier supplémentaire que j'avais gardé caché pendant ces derniers mois. Je n'ai pas seulement transféré la maison et mis à jour mon testament. J'ai aussi fait des recherches intéressantes. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti plusieurs documents avec des sources officielles. Par exemple, j'ai découvert que pendant les 3 dernières années, Jamal, tu me donnais de l'argent, soi-disant pour aider aux dépenses du ménage. Tu te souviens? Tu me donnais 200 $ par mois et tu disais que c'était ta contribution. Jamal a hoché la tête nerveusement, ne comprenant pas où je voulais en venir. Eh bien, il s'avère que Sacha prenait cet argent dans mon sac à main dès que je le rangeais. Je l'ai retrouvé enregistré dans ses dépôts bancaires, de petits montants, 200 $ par mois, pendant 3 ans. Cela représente plus de 7 000 $. Sacha a bondi. C'est un mensonge. Est-ce un mensonge? J'ai sorti les relevés bancaires avec les dates mises en évidence.
Chaque dépôt correspond exactement au lendemain du jour où Jamal m'a donné l'argent. Voudriez-vous expliquer cette coïncidence? Le silence était assourdissant. Jamal a regardé Sacha avec une expression de confusion totale. Sacha, est-ce que c'est vrai? Elle a balbutié, cherchant une excuse, mais n'en a trouvé aucune de crédible. J'avais besoin de cet argent pour économiser plus vite. Tu volais à ma mère? La voix de Jamal s'est élevée. Je pensais aider aux dépenses de la maison, et tu le volais? J'ai vu la faille se former entre eux et j'ai décidé de l'élargir un peu plus. A-t-il autre chose que je devrais savoir, Jamal? Cette maison que tu as achetée, celle dont tu te vantais il y a quelques minutes, à quel nom est-elle? Sacha a de nouveau pâli. Jamal l'a regardée. Elle est à nos deux noms, évidemment. Nous sommes mariés. En es-tu sûr? Ai-je demandé avec une fausse innocence. Peut-être devrais-tu vérifier les documents de propriété. Jamal s'est tourné vers Sacha. De quoi parle-t-elle? Sacha a essayé de rire, mais cela sonnait forcé et nerveux. Ne l'écoute pas, elle essaie de nous séparer. C'est évident que la maison est à nos deux noms. Alors ça ne te dérangera pas si Jamal vérifie les documents tout de suite, ai-je dit, croisant les bras. En fait, pourquoi ne les descends-tu pas? Ils doivent être dans ta chambre, avec le reste de tes papiers importants. Sacha s'est figé. Je ne sais pas exactement où ils sont en ce moment. Jamal se dirigeait déjà vers les escaliers. Je sais où tu gardes les documents importants. Je vais les chercher. Jamal, attends. Sacha a couru après lui, mais il montait déjà les marches deux par deux. Je les ai entendus se disputer à l'étage, des tiroirs s'ouvrir, des papiers bruire. Je suis resté dans la salle à manger, attendant patiemment. Je savais exactement ce qu'il allait trouver parce que j'avais vu ces documents moi-même il y a des semaines. 5 minutes plus tard, Jamal est descendu les escaliers avec un dossier à la main et une expression de trahison absolue sur le visage. Sacha était derrière lui, essayant d'expliquer, ses mots se bousculant les uns les autres. Jamal, laisse-moi t'expliquer. Il y a une raison, a-t-il crié. C'était la première fois en 10 ans que je l'entendais élever la voix comme ça. La maison est seulement à ton nom. Seulement au tien. Il a jeté les documents sur la table de la salle à manger. Bien sûr, l'acte de propriété ne montrait que Sacha avance comme propriétaire. Je pensais que ce serait plus facile pour les papiers, a balbutié Sacha. Nous allions ajouter ton nom plus tard. Plus tard, quand? Jamal était furieux, son visage rouge maintenant, les veines de son cou saillantes. Nous avons dépensé tout notre argent pour cette maison, et elle n'est même pas à mon nom. Qu'est-ce qui se passe si nous divorçons? Je n'ai rien. Sacha a essayé de le toucher, mais il s'est retiré. Nous n'allons pas divorcer, chérie. Fais-moi confiance. J'ai décidé d'ajouter de l'huile sur le feu. Jamal, savais-tu que Sacha cherchait des avocats spécialisés dans le divorce? Ils se sont tous les deux tournés vers moi. Quoi? Jamal semblait être sur le point de craquer. J'ai pris un autre document dans mon dossier magique. Il y a 2 mois, Sacha a consulté 3 cabinets d'avocats différents spécialisés dans le divorce. J'ai les emails. Sacha a secoué la tête violemment. C'est faux. Tu inventes des choses. Est-ce que j'invente des choses? J'ai tendu les papiers imprimés à Jamal. Lis les dates, lis le contenu des consultations. Elle a spécifiquement demandé comment conserver les biens acquis pendant le mariage en cas de séparation. Jamal a lu les documents avec des mains tremblantes. Son expression est passée de la fureur à quelque chose de bien pire, une dévastation absolue. Sacha, tu allais me quitter, sa voix sonnait brisée. Tout ce temps tu prévoyais de me larguer une fois qu'on aurait assez d'argent? Sacha a ouvert la bouche pour nier, mais la preuve était irréfutable. J'explorais juste des options, juste au cas où. Ça ne veut rien dire. Juste au cas où quoi? Jamal a laissé tomber les papiers. Juste au cas où tu décidais que tu n'avais plus besoin de moi. Juste au cas où tu trouvais quelqu'un de mieux. Juste au cas où tu décidais que tu voulais la maison rien que pour toi. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Mon fils, l'homme qui était si fier de sa femme manipulatrice, voyait enfin la vérité, et ça faisait mal. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Jamal, a dit Sacha en suppliant, c'est toi qui ne comprends pas. J'ai fait tout ça pour nous,
pour notre avenir. Notre avenir, il a ri amèrement. Il n'y a pas de nous dans tout ce que tu as fait. La maison est à ton nom, tu as consulté des avocats spécialisés dans le divorce, tu as volé l'argent que j'ai donné à ma mère. Quelle partie de ça était pour nous? Sacha s'est tourné vers moi avec une haine pure dans les yeux. C'est de ta faute. Tu lui as mis ses idées dans la tête. Tu le manipules. J'ai ri, un rire authentique et libérateur. Je le manipule, Sacha? Tout ce que j'ai fait, c'est lui montrer la vérité. Tu t'es manipulé toi-même avec ta propre avidité et ta propre tromperie. Jamal s'est assis lourdement sur le canapé, la tête entre les mains. Je n'arrive pas à croire que j'ai été aussi aveugle pendant des années, Mama. Pendant des années, je t'ai traité comme si tu n'étais rien, comme si tu étais une moins que rien. J'ai laissé Sacha te maltraiter. J'ai soutenu chaque horrible décision qu'elle prenait, et tout ce temps elle prévoyait de me trahir aussi, sa voix s'est brisée. Je suis un idiot. Je ne le contredirai pas. Il était un idiot, mais il était aussi mon fils, et une très petite partie de moi ressentait de la compassion pour lui. Une très petite partie. Sacha a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle est tombée à genoux devant moi, joignant ses mains en signe de supplication. Ellie, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que j'ai été cruel, mais on peut arranger ça. Tu peux garder la maison, on partira, juste. Juste ne nous détruis pas comme ça. J'ai baissé les yeux sur elle, cette femme qui avait rendu ma vie misérable pendant une décennie, qui avait comploté pour m'abandonner, qui avait peut-être souhaité ma mort. Sacha, je ne te détruis pas. Je te libère. Maintenant, tu peux aller dans ta précieuse nouvelle maison, celle que tu as achetée avec l'argent que tu as économisé en m'exploitant. Tu peux y vivre seul, ou avec Jamal s'il te veut toujours après tout ça, mais ce ne sera pas sur ma propriété, pas avec ma bénédiction, pas avec mon silence. Je me suis éloigné d'elle. Vous avez 30 jours. Je vous suggère de les utiliser à bon escient. Jamal a levé les yeux, ses yeux rouges et gonflés. Mama, je suis désolé. Je sais que ça ne veut rien dire maintenant, mais je suis tellement désolé. Je l'ai regardé pendant un long moment. C'était le garçon que j'avais porté dans mes bras, le garçon à qui j'avais appris à lire, à faire du vélo, à être un homme bon. En cours de route, j'avais échoué, ou peut-être avait-il choisi d'échouer. Je n'étais pas sûr de ce qui était le pire. Jamal, tes excuses ne changent rien. Les actions ont des conséquences. Pendant 10 ans, tu m'as traité comme une banque personnelle, comme une femme de ménage, comme quelque chose de moins qu'humain, et tu l'as fait consciemment. Tu ne peux pas annuler ça avec « je suis désolé » au point. Il a hoché la tête lentement, acceptant la vérité de mes paroles. Est-ce que tu me pardonneras un jour, a-t-il demandé. J'ai examiné sa question attentivement. Peut-être un jour, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Et le pardon ne signifie pas que les choses reviennent à ce qu'elles étaient. Ça n'arrivera plus jamais. Sacha s'est finalement relevé du sol, son masque de vulnérabilité tombant pour révéler le visage froid et calculateur qu'elle avait caché tout ce temps. Tu sais quoi, Ellie? Je suis contente que ce soit arrivé. Je suis contente que tu aies enfin montré tes vraies couleurs. On a toujours su que tu étais une vieille femme amère et rancunière. Maintenant, tout le monde va le voir. Je lui ai souri à sa dernière tentative pathétique de me blesser. Sacha, tu peux raconter à qui tu veux ce que tu veux. J'ai une documentation complète de chaque dollar que j'ai dépensé, de chaque abus que j'ai subi, de chaque mensonge que tu as dit. Si tu essaies de me diffamer, je t'enterrerai sous des preuves, et crois-moi, après toutes ces années à endurer ta cruauté, je n'aurai aucun problème à rendre ça public. Sa bravade a disparu instantanément. Elle savait que j'étais sérieuse. Maintenant, ai-je dit, m'adressant à tous les deux, je vous suggère de commencer à faire vos valises. Le compte à rebours a commencé. Les jours suivants ont été étrangement calmes dans la maison. Sacha et Jamal se déplaçaient comme des fantômes, m'évitant, s'évitant l'un l'autre. Les repas n'étaient plus partagés. Je mangeais seul dans la cuisine, tandis qu'ils se cachaient dans leur chambre ou sortaient manger. L'atmosphère était si tendue qu'on pouvait la couper au couteau, mais j'étais en paix pour la première fois depuis des années. J'avais l'impression de respirer de l'air pur. Je n'avais plus à faire semblant, je n'avais plus à me soumettre, je n'avais plus à être invisible dans ma propre maison. Je marchais dans les couloirs la tête haute, sachant que chaque jour qui passait était un jour de moins avec eux sous mon toit.
Esha est venue me rendre visite une semaine après la confrontation. Nous nous sommes assises dans le jardin avec du café, à l'abri des oreilles indiscrètes. « Comment ça se passe ?» a-t-elle demandé, étudiant mon visage. « Ils font leurs valises, lentement, avec ressentiment, mais ils le font, » ai-je répondu, prenant une gorgée de mon café. Sacha me parle à peine. Jamal essaie de démarrer des conversations parfois. Je pense qu'il cherche un moyen de réparer les choses, mais je n'ai rien à lui dire. Esha a hoché la tête en signe d'approbation. Bien. Garde tes distances. La maison a déjà 2 offres d'achat, toutes les 2 bonnes. Tu pourrais obtenir près de $300 000 de la vente. J'ai souri. $300 000, après avoir payé les commissions et les frais juridiques. J'aurais assez pour acheter un appartement confortable et avoir un coussin financier pour mes vieux jours. Je pourrais enfin vivre sans la pression constante de devoir subvenir aux besoins de 2 adultes parasites. Un soir, environ 2 semaines après la grande confrontation, j'ai entendu des voix fortes provenant de la chambre de Sacha et Jamal. Ce n'était pas mon intention d'écouter, mais les murs de la maison étaient minces, et ils n'ont pas pris la peine de baisser le volume. « Je n'arrive pas à croire que tu aies été aussi stupide, » a crié Jamal. « Tu as mis la maison seulement à ton nom, tu as consulté des avocats spécialisés dans le divorce. À quoi pensais-tu » La voix de Sacha était défensive et aiguë. Je pensais à me protéger. « Tu es un homme faible, Jamal. Tu as toujours laissé ta mère te contrôler. J'avais besoin de m'assurer que j'avais quelque chose qui soit juste à moi. » Faible ? La voix de Jamal sonnait blessée. Je t'ai suivi dans tout, j'ai soutenu chaque horrible décision que tu as prise, j'ai laissé qu'on maltraite ma mère pendant des années, et c'est comme ça que tu me récompenses ? En prévoyant de me laisser sans rien. Oh, s'il te plaît, ne joue pas la victime maintenant. Tu savais exactement ce qu'on faisait. Ne fais pas semblant d'être innocent. Elle avait raison à ce sujet. Jamal n'était pas innocent. Il avait été un participant actif à mon exploitation, pas seulement un spectateur passif. Mais il était intéressant de regarder leur relation s'effondrer sous le poids de leurs propres mensonges et trahisons. Sacha avait construit son plan parfait, exploité la belle-mère stupide, économisé tout l'argent, acheté une maison seulement à son nom, et finalement se débarrasser de moi et de Jamal. C'était brillant dans sa cruauté, mais comme tous les plans construits sur la tromperie, il s'est effondré au moment où la vérité a éclaté. « Je ne veux plus en parler » a dit Sacha d'une voix fatiguée. « Nous devons nous concentrer sur le déménagement. Il nous reste moins de 2 semaines. »« Déménager dans une maison qui est seulement à toi » a répondu Jamal amèrement. « Oui, à moins que tu ne préfères dormir dans la rue. » Le silence qui a suivi était lourd et définitif. Le lendemain, Jamal a frappé à la porte de ma chambre. Il était tôt le matin, à peine l'aube. « Mama, je peux te parler ?» Sa voix était douce, presque enfantine. Cela me rappelait le garçon qui avait l'habitude de me réveiller le samedi, en me demandant de lui faire des crêpes. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. « De quoi as-tu besoin, Jamal ?» Il avait l'air terrible, des cernes profonds sous les yeux, une barbe de plusieurs jours, des vêtements froissés. « Je voulais juste te dire que Sacha et moi allons probablement nous séparer. » Je n'ai montré aucune émotion. « C'est entre vous deux. Je sais que tu t'en fiches, et je ne t'en veux pas, » a-t-il continué, regardant le sol, « mais j'ai besoin que tu saches que je me suis rendu compte maintenant de tout ce que nous avons fait, à quel point nous avons été cruels, et tu avais raison. Papa aurait honte de moi. » Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai honte de moi. Une partie de moi voulait le réconforter, le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, comme je l'avais fait 1000 fois quand il était enfant, mais cette partie était petite et enfouie sous des couches de douleur et de trahison. Jamal, j'apprécie que tu reconnaisses tes erreurs. C'est un pas, mais je ne peux pas te donner le pardon que tu recherches, pas encore, peut-être jamais. Il a hoché la tête, les larmes coulant librement. Je comprends. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que je suis désolé. Je le suis vraiment. Il s'est tourné pour partir, mais je l'ai arrêté. Jamal. Jamal s'est retourné, l'espoir dans les yeux. Apprends de ça. Sois meilleur, pas pour moi, mais pour toi-même, car si tu continues sur cette voie, tu finiras seul et misérable sans personne qui t'aime vraiment. Il a dégluti difficilement et a hoché la tête avant de s'éloigner dans le couloir. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle, sentant le poids de 32 ans de maternité sur mes épaules.
Sacha, en revanche, n'a jamais tenté de s'excuser ou de se réconcilier. Elle a maintenu son attitude froide et hostile jusqu'à la toute fin. Je l'ai regardé faire ses valises avec des mouvements agressifs et brusques, marmonnant des insultes que je pouvais parfaitement entendre, mais que j'ai choisi d'ignorer. Un après-midi, je l'ai trouvé dans la cuisine en train de préparer du thé. J'ai décidé de tenter une dernière conversation, pas pour elle, mais pour ma propre tranquillité d'esprit. Sacha, as-tu un jour tenu à moi, ne serait-ce qu'un peu? Elle s'est tournée vers moi, surprise par la question. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, peut-être une lueur d'humanité, mais elle s'est rapidement évanouie. Honnêtement, Ellie, non. Je n'ai jamais tenu à toi. Tu étais un moyen d'arriver à mes fins, un moyen de vivre gratuitement pendant que j'économisais de l'argent, rien de plus. Son honnêteté brutale était presque rafraîchissante. Au moins, tu es honnête maintenant, dis-je doucement. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Elle a violemment posé sa tasse sur le comptoir. Tu sais ce qui est le plus pathétique dans tout ça? Que tu l'aies permis pendant 10 ans. Tu nous as laissé te marcher dessus, nous laisser t'utiliser, nous laisser t'humilier, nous laisser te traiter comme des ordures, et tu n'as jamais rien dit. Alors, oui, je t'ai utilisé, mais tu m'as laissé faire. Ces mots étaient conçus pour me blesser, pour me faire sentir coupable, mais ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. Tu as raison, dis-je calmement. Je l'ai permis parce que j'aimais mon fils, et je voulais croire que vous étiez de bonnes personnes. C'était mon erreur. Mais la différence entre toi et moi, Sacha, c'est que j'ai appris de mon erreur. J'ai changé, je me suis défendu. Tu es toujours la même personne cruelle et égoïste que tu as toujours été, et c'est quelque chose avec lequel tu devras vivre pour le reste de ta vie. Elle m'a lancé un regard noir rempli de purée avant de sortir de la cuisine en trombe, laissant son thé intact. Les derniers jours avant leur départ ont été mécaniques. Des cartons empilés dans le couloir, des meubles enveloppés dans du plastique, la maison se vidant lentement de leur présence. Esha avait coordonné avec l'entreprise de déménagement pour s'assurer que tout se passe bien. Je ne voulais aucun drame de dernière minute. Le matin de leur déménagement est arrivé avec un ciel clair et lumineux, ironique compte tenu de l'obscurité de la situation. Le camion de déménagement est arrivé à 8 heures. Des hommes costauds ont commencé à charger des cartons et des meubles. Sacha supervisait tout avec une expression dure, donnant des ordres comme un général sur un champ de bataille. Jamal aidait en silence, évitant mon regard chaque fois que nos chemins se croisaient dans la maison. À midi, presque tout était chargé. La maison paraissait étrangement vide sans leurs affaires. Je pouvais voir les marques sur les murs où des photos avaient été accrochées, les espaces vides où des meubles avaient été. C'était comme si leur présence était systématiquement effacée, et la sensation était extrêmement libératrice. Sacha a été la première à partir. Elle s'est tenue à la porte d'entrée, me regardant une dernière fois. « J'espère que tu es heureuse, dit-elle, avec du venin dans sa voix. Tu as détruit un mariage et laissé ton fils sans rien. Non, ai-je corrigé fermement. Vous deux avez détruit votre propre mariage avec des mensonges et des trahisons. J'ai simplement exposé la vérité. Ce que vous avez fait de cette vérité était votre choix. » Elle a ricané et est sortie de la porte sans dire au revoir. Je l'ai regardé monter dans sa nouvelle voiture, un autre luxe acheté avec de l'argent économisé à mes dépens, et s'éloigner. Je n'ai ressenti aucune tristesse, seulement du soulagement. Jamal est resté jusqu'à la fin, s'assurant que tout était correctement chargé. Lorsque le dernier meuble a été mis sur le camion, il s'est approché de moi. Nous étions debout dans le salon vide, nos voix résonnant contre les murs nus. « Maman, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais y a-t-il une possibilité qu'un jour nous puissions avoir une relation à nouveau? Pas comme avant, mais quelque chose. » Je l'ai regardé, cet homme qui était mon fils, mais aussi un étranger. « Jamal, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Pour l'instant, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de guérir. J'ai besoin de reconstruire ma vie sans l'ombre de ce que vous m'avez fait tous les deux. Si tu es un jour prêt à être un vrai fils, un qui me respecte et me valorise, peut-être que nous pourrons parler, mais je ne peux rien te promettre. » Il acquiesça tristement. « C'est plus que ce que je mérite. » Il se pencha comme pour me serrer dans ses bras, mais se retint. « Prends soin de toi, maman. Toi aussi, Jamal. » Et sur ce, il est parti. La porte s'est fermée derrière Jamal avec un son doux, mais définitif.
Je suis resté debout au centre de la pièce vide, entouré de silence, un silence qui n'était ni oppressant ni solitaire, mais libérateur. Pour la première fois en 10 ans, la maison était de nouveau complètement à moi. Il n'y avait plus de voix critiquant ma cuisine, il n'y avait plus de pas lourds dans les escaliers à minuit, il n'y avait plus de tension flottant dans l'air comme un nuage toxique, seulement la paix. J'ai marché lentement à travers chaque pièce, touchant les murs, regardant par les fenêtres, disant silencieusement au revoir à cet endroit qui avait été ma maison pendant tant d'années. Bientôt, cela aussi changerait, mais pour l'instant, je profitais de ce moment de transition. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Il n'y a pas eu de cauchemar, il n'y a pas eu de réveils anxieux, me demandant quelle nouvelle humiliation m'attendait le lendemain, juste un sommeil profond et réparateur. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, le soleil a percé à travers ma fenêtre d'une manière qui semblait différente, plus brillante, plus chaude. Je me suis levé sans me précipiter. J'ai fait du café juste pour moi. Je me suis assise à la table de la cuisine, qui avait autrefois été le théâtre de tant de dîners tendus, et j'ai simplement existé. J'existais sans exigence, sans critique, sans avoir à être invisible. C'était glorieux. J'ai appelé Esha pour la tenir au courant de la procédure de vente. Les offres sont toujours fermes, m'a-t-elle informé. Nous pouvons conclure la vente dans 2 semaines si tu es prête. J'étais prête, plus que prête. Les jours suivants, je me suis consacré à la recherche de ma nouvelle maison. Ayesha m'a accompagné pour visiter plusieurs appartements. Certains étaient trop grands, d'autres trop chers, d'autres dans des quartiers qui ne me convainquaient pas. Mais finalement, nous en avons trouvé un parfait. C'était un appartement de 2 chambres dans un immeuble moderne avec beaucoup de lumière naturelle, une cuisine petite mais fonctionnelle, et une terrasse donnant sur un parc. Plus important encore, il était complètement à moi. Personne d'autre n'y vivrait, personne d'autre ne le contaminerait avec sa présence négative. C'était mon sanctuaire. J'ai signé le contrat d'achat cet après-midi même, ressentant une excitation que je n'avais pas éprouvée depuis des années. C'était un nouveau départ, une deuxième chance de vivre ma vie selon mes propres conditions. En attendant que les transactions soient terminées, j'ai commencé à me débarrasser de choses, de vieux meubles qui portaient trop de souvenirs amers, des décorations que Sacha avait constamment critiquées, des objets qui n'avaient tout simplement plus leur place dans ma nouvelle vie. J'ai fait beaucoup de dons à des œuvres caritatives, j'ai vendu certaines choses et j'en ai jeté d'autres. C'était cathartique, comme si je nettoyais non seulement mon espace physique, mais aussi mon espace émotionnel. Chaque sac poubelle que je sortais, chaque meuble qui était emporté, était un poids de moins sur mon âme. Je laissais littéralement le passé derrière moi, pièce par pièce. Un après-midi, en triant de vieux papiers, j'ai trouvé des photos de quand Jamal était enfant, des photos de son premier jour d'école, d'anniversaire, de vacances en famille quand Rob était encore vivant. Mon cœur s'est serré quand je les ai vus. C'était le garçon que j'avais aimé inconditionnellement, le garçon qui avait été mon monde entier. À quel moment s'était-il transformé en l'homme qui m'avait trahi si profondément? Je me suis assise sur le sol, entouré de ces souvenirs photographiques, et pour la première fois depuis la confrontation, j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que je n'avais jamais vraiment eu. J'avais cru que nous avions une relation spéciale, mère et fils, mais maintenant je comprenais qu'elle avait été surtout à sens unique. J'ai donné, et il a pris et pris, sans vraiment valoriser le sacrifice. C'était une vérité douloureuse, mais une vérité nécessaire à accepter. J'ai gardé quelques photos, celles de quand Jamal était petit, quand il était encore innocent. J'ai laissé le reste dans une boîte que je prévoyais de lui donner éventuellement, si jamais nous nous parlions à nouveau. C'étaient ses souvenirs aussi, même s'ils étaient tachés par ce qu'il avait fait plus tard. Alors que je rangeais la boîte, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre, mais quelque chose m'a fait appuyer sur le bouton vert. Allô, Ellie? C'était une voix masculine que je n'ai pas reconnue immédiatement. Oui, qui est à l'appareil? C'est Clarence du club de lecture de la bibliothèque. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois. Je me souvenais vaguement de lui. J'avais assisté à quelques réunions du club avant que la situation à la maison ne devienne si insupportable que j'ai arrêté d'y aller. Clarence était un homme plus âgé, un veuf, toujours gentil, et avec des opinions intéressantes sur les livres que nous discutions. Oh, oui, Clarence. Comment allez-vous, ai-je demandé, curieuse de savoir pourquoi il m'appelait. Je vais bien, merci. Écoutez,
j'ai remarqué que vous aviez cessé de venir aux réunions, et j'ai obtenu votre numéro par l'intermédiaire de la bibliothécaire. J'espère que cela ne vous dérange pas que je vous appelle. » Sa voix semblait sincèrement préoccupée. Nous voulions savoir si vous alliez bien et si vous envisagiez de revenir au club. Votre point de vue sur les livres était toujours très rafraîchissant. J'ai été agréablement surprise que quelqu'un ait remarqué mon absence. C'est très gentil à vous de demander, Clarence. J'ai traversé des changements majeurs dans ma vie, mais la vérité est que j'adorerais revenir au club. Excellent, répondit-il avec enthousiasme. Notre prochaine réunion est jeudi prochain. Nous discuterons de 100 ans de solitude. Aimeriez-vous venir? J'ai souri. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas souri à propos de quelque chose de vraiment positif. J'adorerais. Je serai là. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que j'avais été tellement consumé par la situation avec Sacha et Jamal que j'avais abandonné toutes les choses qui me rendaient heureuse, le club de lecture, les promenades dans le parc, les après-midi cafés avec les quelques amis que j'avais encore. Je les avais laissés voler non seulement mon argent et ma paix, mais aussi ma vie sociale, mes loisirs et mon identité en dehors du fait d'être leur victime. Mais cela se terminait maintenant. Avec ma nouvelle vie dans un nouvel appartement, je récupérerais tout ce que j'avais perdu et plus encore. Jeudi est arrivé rapidement. Je me suis habillé avec soin, choisissant une robe lavande simple qui me faisait me sentir bien. Je suis arrivé à la bibliothèque avec le livre sous le bras et des papillons dans le ventre. C'était ridicule d'être nerveuse à propos d'un club de lecture, mais j'avais été isolé pendant si longtemps que toute interaction sociale me semblait importante. Le groupe m'a accueilli chaleureusement. Clarence était là, souriant largement quand il m'a vu entrer. Ellie, quelle joie que vous soyez venu, il m'a présenté à de nouveaux membres qui avaient rejoint le club depuis mon absence. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter du chef-d'œuvre de Garcia Marquez, à rire, à débattre et à partager des interprétations. Je me suis senti vivante d'une manière que j'avais oublié qu'il était possible. Clarence avait des opinions fascinantes sur le réalisme magique, et nous nous sommes retrouvés à parler même après la fin de la réunion officielle. « Aimeriez-vous prendre un café » m'a-t-il demandé alors que nous rangions les chaises. Il y a un charmant café à 2 pâtés de maison d'ici. J'ai hésité pendant une seconde seulement avant d'accepter. J'adorerais. Le café était chaleureux, avec des murs en briques apparentes et l'arôme du café fraîchement infusé flottant dans l'air. Nous nous sommes assis près d'une fenêtre et avons commandé nos boissons. Clarence m'a parlé de sa vie, il avait été ingénieur, il était retraité depuis 5 ans, sa femme était décédée d'un cancer il y a 3 ans, il avait 2 filles adultes qui vivaient dans d'autres États et lui rendaient visite régulièrement, il aimait lire, marcher et avait récemment commencé à prendre des cours de danse. « Et vous » a-t-il demandé avec un intérêt sincère. « Qu'avez-vous fait ces derniers mois ?» Je lui ai parlé de ma situation en termes généraux. Je ne suis pas entré dans tous les détails sordides, mais j'ai expliqué que j'avais vécu avec mon fils et sa femme, que la situation était devenue intenable, et que j'étais maintenant en train de commencer une nouvelle vie dans un nouvel appartement. Il a écouté sans jugement, hochant la tête aux moments opportuns. « Il semble que vous ayez pris une décision très courageuse, a-t-il dit quand j'ai terminé. Il n'est pas facile de faire de grands changements à notre âge, mais parfois c'est nécessaire pour notre bonheur. » Ces mots étaient simples mais réconfortants. « Vous savez quoi » a-t-il continué, j'organise un petit groupe de personnes pour aller danser la salsa ce samedi. C'est dans un club qui offre des cours gratuits avant que la danse sociale ne commence. Aimeriez-vous venir? Vous n'êtes pas obligé de danser si vous ne le souhaitez pas, mais c'est amusant, et l'énergie est merveilleuse. Je n'avais pas dansé depuis avant la mort de Rob, mais l'idée m'excitait au lieu de me faire peur. Vous savez quoi, Clarence, j'adorerais y aller. Son sourire s'est élargi. Parfait. Je viendrai vous chercher à 7 heures. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et nous nous sommes dit au revoir avec une accolade cordiale. En retournant à ma maison presque vide, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Samedi est arrivé, et avec lui la nervosité. J'ai essayé 3 robes différentes avant de me décider pour une robe couleur pêche que j'avais achetée il y a des années mais que je n'avais jamais portée. Je me suis coiffé, j'ai mis un peu de maquillage, et quand Clarence a sonné à la porte à 7 heures pile, je me suis senti prête pour cette nouvelle aventure. Le club de danse était bondé de gens de tous âges, mais surtout d'adultes plus âgés comme nous. Le cours de salsa était amusant et stimulant. Clarence était un danseur étonnamment bon et patient, me guidant à travers les pas de base avec un encouragement constant.
Vous vous en sortez très bien, me disait-il chaque fois que je lui marchais sur les pieds, ce qui était avec une fréquence embarrassante, mais je m'en fichais. Je riais, je bougeais, je sentais la musique, je vivais. Quand le cours s'est terminé et que la danse sociale a commencé, Clarence m'a emmené sur la piste plusieurs fois. Nous n'étions pas parfaits, nous trébuchions et rions de nos erreurs, mais c'était parfait dans son imperfection. Au cours des semaines suivantes, ma vie s'est transformée d'une manière que je n'avais jamais imaginée. La vente de la maison s'est achevée sans accroc. Ayesha s'est occupée de tout avec son efficacité caractéristique, s'assurant que chaque papier était en ordre, chaque signature en place. Le jour où j'ai reçu le chèque pour l'argent de la vente, près de 300 000 $ après toutes les dépenses, je l'ai regardé pendant plusieurs minutes. Cet argent représentait plus qu'une simple transaction financière. Il représentait ma liberté, mon indépendance, mon avenir. Je n'étais plus lié à un passé douloureux. Je pouvais recommencer à zéro selon mes propres conditions, ne devant rien à personne. Le déménagement dans mon nouvel appartement a été étonnamment simple. Puisque j'avais vendu ou donné la plupart de mes vieux biens, je n'avais besoin que d'un petit camion pour transporter l'essentiel. Clarence a proposé de m'aider, et avec Ayesha et quelques amis du club de lecture, nous avons transformé ce qui aurait pu être une journée stressante en une expérience joyeuse. Nous avons porté des cartons, assemblé des meubles et accroché des photos. Ayesha a apporté de la pizza pour tout le monde, et nous avons fini par nous asseoir dans mon nouveau salon, à manger et à rire comme si nous étions de vieux amis, à célébrer quelque chose de spécial, et je suppose que c'est exactement ce que nous faisions. Nous célébrions ma renaissance. J'ai décoré l'appartement exactement comme je le voulais, des couleurs vives et claires que Sacha avait toujours critiquées comme étant trop simples, des plantes dans tous les coins parce qu'elles me rendaient heureuse, peu importe que quelqu'un dise que c'était inutile, des photos de travail sur les murs de moments heureux, de voyages que je voulais faire, de rêves que je pouvais encore réaliser. Chaque coin de cet espace reflétait qui j'étais vraiment, pas qui quelqu'un d'autre avait voulu que je sois. La terrasse est devenue mon endroit préféré. Je m'y asseyais tous les matins avec mon café, regardant le parc, regardant la vie continuer, me sentant reconnaissante de pouvoir en faire partie à nouveau. Clarence est devenue une présence constante dans ma nouvelle vie, pas de manière intrusive ou précipitée, mais naturellement et confortablement. Nous allions au club de lecture ensemble chaque semaine, nous dansions la salsa les samedis, nous nous promenions dans le parc les dimanches. Parfois, nous nous asseyions simplement sur ma terrasse ou sur son balcon, buvant du café, parlant de livres, de la vie, de nos passés et de nos futurs. C'était facile d'être avec lui. Il n'y avait pas de jeu, pas de manipulation, pas d'attentes impossibles, juste deux personnes âgées appréciant la compagnie mutuelle, construisant quelque chose d'authentique et d'honnête. Après tant d'années de relations toxiques, cette simplicité était révolutionnaire. Un jour, 3 mois après mon emménagement, Clarence et moi préparions le dîner ensemble dans ma cuisine. Il coupait des légumes pendant que j'assaisonnais le poulet. Nous travaillions en synchronisation, parlant de choses triviales, riant de blagues idiotes. À un moment donné, il s'est arrêté et m'a regardé avec une expression sérieuse. « Ellie, il y a quelque chose que je veux te dire. » Mon cœur a fait un bond. Ces derniers mois ont été les plus heureux que j'ai vécus depuis que j'ai perdu ma femme. Tu m'as rendu quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais, la capacité de ressentir de la joie, d'attendre avec impatience le lendemain. Je ne sais pas exactement ce que nous sommes, et je n'ai pas besoin d'étiquette, mais j'ai juste besoin que tu saches que tu es importante pour moi. Ces mots m'ont profondément ému. Clarence, tu es important pour moi aussi. Tu m'as aidé à me souvenir que la vie ne s'arrête pas quand on est trahi, qu'il y a encore de la bonté dans le monde, qu'il y a encore des raisons de sourire. Nous nous sommes étreints dans cette cuisine, deux survivants de vies difficiles, trouvant du réconfort et de l'espoir l'un dans l'autre. 4 mois après le départ de Sacha et Jamal, j'ai reçu un appel. C'était Jamal. Mon premier instinct était de ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait appuyer sur le bouton vert. « Allô, maman. » Sa voix semblait fatiguée, vaincue. « Allô, Jamal. » J'ai gardé un ton neutre. « Je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais j'avais besoin de te dire quelque chose. Sacha et moi avons officiellement divorcé la semaine dernière. Cela ne m'a pas surpris. Je suis désolé d'apprendre cela, ai-je dit. C'était en partie vrai. Je survis. J'ai dû vendre ma part de la maison qu'elle a achetée pour rembourser des dettes. Il s'avère que Sacha avait contracté plusieurs prêts en mon nom à mon insu. Je vis dans un petit appartement, en gros, je recommence à zéro.
Il y a eu une longue pause. Maman, tu avais raison sur tout, sur elle, sur moi, sur ce que nous avons fait. J'étais un idiot aveugle. Jamal, ai-je dit prudemment, j'apprécie que tu reconnaisses tes erreurs. Ce n'est que la première étape. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant avec cette conscience. Je suis en thérapie, j'essaie de comprendre comment je suis devenu quelqu'un capable de traiter sa propre mère de cette façon. Je ne m'attends pas à ton pardon, mais je veux que tu saches que je travaille à être meilleur. Sa voix s'est brisée légèrement. Pour la première fois depuis la confrontation, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir concernant mon fils. Ce n'était pas grand-chose, juste une petite pousse, mais c'était là. Je suis heureuse d'apprendre cela, Jamal. Vraiment. Est-ce que tu penses qu'on pourrait un jour? Je ne sais pas prendre un café ou quelque chose comme ça, a-t-il demandé timidement. J'y ai réfléchi attentivement. Peut-être, quand tu seras prêt à être le fils dont j'ai toujours eu besoin, pas celui que tu as été, quand tu pourras me regarder comme une personne qui mérite le respect, pas comme une ressource à exploiter, alors oui, nous pourrions prendre un café. Je comprends. Merci de ne pas fermer complètement la porte. Jamal, tu es mon fils. Il y aura toujours une petite fenêtre ouverte, mais reconstruire ce qui a été brisé prendra du temps, beaucoup de temps. Je sais, et je suis prêt à attendre. Nous avons mis fin à l'appel peu de temps après. Je n'ai pas ressenti la douleur aiguë à laquelle je m'attendais. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose comme une clôture. Mon fils faisait face aux conséquences de ses actes, apprenant des leçons difficiles mais nécessaires. Peut-être qu'un jour nous pourrions avoir une sorte de relation, mais même si cela ne se produisait pas, j'irais bien de toute façon. Je n'avais plus besoin de sa validation ou de son amour pour me sentir complète. Je m'avais moi-même, et enfin, c'était suffisant. 6 mois après avoir commencé ma nouvelle vie, j'étais assise sur ma terrasse par un après-midi de printemps. Le parc en contrebas était plein de familles, d'enfants jouant, de couples se promenant. Clarence serait là bientôt pour notre promenade hebdomadaire. Ayesha avait appelé ce matin pour m'inviter à dîner avec elle et sa famille le week-end prochain. Le club de lecture prévoyait un voyage pour assister à un festival littéraire dans la ville voisine. Mon calendrier était rempli de projets, de vie, de joie. J'ai regardé autour de moi mon petit appartement, mon sanctuaire personnel, et j'ai souri. J'avais perdu beaucoup de choses au cours de ces 10 années sombres avec Sacha et Jamal, de l'argent, du temps, de la dignité, la paix d'esprit. Mais ce que j'avais gagné en me libérant était inestimable. J'ai retrouvé ma voie, ma force et ma capacité à choisir mon propre chemin. Je n'étais plus Lélie qui se laissait marcher dessus. Je n'étais plus la mère qui se sacrifiait dans l'invisibilité. J'étais simplement Eleanor, une femme de 63 ans qui avait survécu à la trahison, trouvé le courage de se défendre et qui vivait maintenant chaque jour selon ses propres conditions. Certaines personnes pourraient dire que j'ai agi durement, que j'ai été cruel de mettre mon fils et sa femme à la porte de cette façon, mais je connaissais la vérité. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la justice, c'était de l'amour de soi, c'était la décision d'une femme qui avait enfin compris qu'elle ne pouvait pas sauver les autres en se détruisant elle-même. La sonnette a retenti. C'était Clarence, ponctuelle comme toujours, avec ce sourire chaleureux qui rendait mes journées meilleures. J'ai mis mes chaussures de marche confortables, j'ai pris ma veste et je suis sorti pour le rencontrer. En fermant la porte de mon appartement derrière moi, j'ai pensé au chemin parcouru. Le passé était le passé, l'avenir brillait de possibilités, et le présent, ce moment parfait, était complètement à moi. Je suis vraiment contente que tu sois là, et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous l'avez aimé, montrez-le-moi en aimant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons combien nous sommes. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Je suis tellement curieuse de savoir d'où vous vous connectez tous, merveilleuses personnes. Si vous voulez me soutenir un peu plus, vous pouvez aussi envoyer un petit don. Je partage de nouvelles histoires de vie pour vous tous les jours et maintenant 2 de mes histoires les plus populaires vont apparaître à l'écran pour que vous puissiez choisir quoi regarder ensuite.